Sur internet ou dans les livres, il y a beaucoup d'histoires qui peuvent nous procurer des sensations différentes. De la joie, de la tristesse, de l'effroi. Mais parfois il y en a qui nous procurent énormément de questions mais aussi de frustration. Ces histoires, mesdames et messieurs, ce sont les histoires mystérieuses, les histoires de disparition ou d'événements qu'on n'explique pas, et je trouve qu'elles ont aussi leur place, qu'elles ont leur mérite d'être racontées. Ça va être l'objet de cette vidéo, je vais vous présenter des histoires mystérieuses. Attention, il n'est pas impossible que vous soyez légèrement énervé à la fin parce que on va se poser des questions, mais on n'aura pas les réponses. Je vais vous poser les choses telles qu'elles sont et ensuite en commentaire on pourra débattre pour voir peut-être si il y a des possibilités qui semblent être proches de la réalité. J'espère que vous êtes bien installés et si c'est le cas, on est parti pour se plonger dans nos 10 histoires les plus mystérieuses. On peut considérer que toutes les histoires sont un voyage. Que les histoires soient réelles ou fictives, elles consistent généralement au déplacement d'un point A vers un point B. Le point A étant le début de l'histoire, le point B étant la fin. Et dans cette logique, par exemple, des crimes non résolus peuvent faire office de récits incomplets pour la raison qu'il y a des parts d'ombre qui ne permettent pas l'écriture de la fin de ces histoires. Il manque souvent un élément distinct mais crucial pour que l'entièreté d'une histoire puisse prendre sens. Et pour justement réussir à terminer cette histoire, beaucoup se lancent dans une sorte d'enquête officieuse, en rassemblant des indices, en faisant des suppositions, ce qui permet pas vraiment d'écrire la réalité de la fin de l'histoire, mais plutôt d'en imaginer une. On s'imagine donc des vérités qui sont parfois fausses, ou en tout cas fortement contestées, et c'est justement ce qui s'est passé dans une affaire extrêmement mystérieuse, appelée le meurtre de la chambre 1046. Cette affaire commence avec un homme, Artemus Ogletree, un jeune homme qui a décidé, par une envie de liberté, de voyager. Il a décidé de quitter l'Alabama et de voyager dans la totalité du pays, des États-Unis, en autostop. Ça, c'est une base. Une introduction à l'histoire qui ne commence pas réellement ici. Là où commence l'histoire, c'est à la date du 4 janvier 1935. Nous sommes dans un hôtel, le President Hotel, et un peu avant 11 h, cet hôtel contacte la police. Un docteur est contacté pour venir aussi directement sur place, le docteur Oglesby, mais étant pris par ses affaires, il envoie plutôt l'un de ses confrères, le docteur Flanders. Ce fameux docteur arrive sur place et il est conduit dans une des chambres de l'hôtel, la fameuse chambre 1046. C'est le directeur adjoint qui l'escorte, Monsieur Weaver, et le petit groupe se retrouve donc devant la porte de la fameuse chambre. La porte est verrouillée, aucune lumière ne semble émaner du bas de la porte, donc le personnel ayant des doubles ouvre, la lumière est allumée, et là, le docteur, qui ne savait pas pourquoi il avait été appelé, fait face à un spectacle d'horreur. Il y a des draps ensanglantés sur le sol, une traînée de sang sur un mur proche de la porte, et dans la salle de bain, assis sur le rebord de la baignoire, il y a un homme complètement nu qui a la tête posée sur le lavabo. Pour sûr, cet homme est encore en vie, il respire, mais chose troublante, il est ligoté, aux poignets, aux chevilles, au cou, avec un fil qu'on pourrait catégoriser de corde à linge. Le docteur le libère, et avec un personnel de l'hôtel, il tente de le poser sur le lit. À partir de là commence l'analyse de cet individu. Il a un œil gonflé, le visage couvert de sang qui avait eu le temps de sécher, une plaie au niveau du cœur et une autre au niveau de la tête. L'homme semble si déboussolé, si mal, qu'il n'arrive pas à parler clairement, et le peu de choses qu'il arrive à prononcer semblent complètement incohérentes. Cet individu est escorté par la suite à l'hôpital pour être soigné, bien pris en charge. Selon les médecins de l'hôpital où il a été emmené, les blessures de cet individu remontent à 6 ou 7 heures avant son transfert à l'hôpital. C'est-à-dire qu'il aurait été attaqué entre 4 et 5 heures du matin. La police de son côté est également arrivée dans la chambre d'hôtel, la fameuse chambre 1046, et eux, leur travail est différent que sauver la vie d'un homme qui a été pris en charge. Leur travail à eux est de comprendre qu'est-ce qu'il s'est passé, étant donné que l'homme, lui, ne peut rien révéler étant donné son état. La chambre est donc analysée avec précaution. Une étiquette de cravate, une épingle à cheveux, une cigarette qui n'a pas été utilisée, et un petit flacon d'acide sulfurique. Voici ce qui ont été trouvés et rien d'autre. Pas de vêtements, pas de papier non plus pour retrouver l'individu qui a été retrouvé dans cette chambre. On retrouve des empreintes qui semblent appartenir à une femme sur le téléphone de la chambre et on ne sait pas vraiment dire à qui ces empreintes peuvent être. Et ces empreintes, on cherche
leur propriétaire. Effectivement, l'homme qui avait été retrouvé avait des mains assez petites par rapport à sa stature, mais les femmes de chambre ont avoué qu'il y avait une femme qui avait séjourné dans l'hôtel, dans cette chambre aussi, avant que l'homme n'en prenne possession. Donc, il est possible que ces empreintes lui appartiennent à elle aussi. Malheureusement, la nuit qui a suivi toute cette découverte bien étrange, l'homme qui a été retrouvé dans la chambre n'a pas réussi à survivre à ses blessures. C'est pendant la nuit du 5 janvier qu'il a perdu la vie. Le corps est donc autopsié. Et encore une fois, on fait des découvertes qu'on ne comprend absolument pas. L'homme avait des contusions, des lacérations même, des ligatures profondes au niveau des endroits où il avait été ligoté, donc les poignets, les chevilles. Il avait une fameuse plaie au cœur, mais surtout 3 fractures du crâne qui ont causé sa mort par la suite. Cet homme sans vie maintenant, on veut chercher à l'identifier. Donc on regarde par rapport aux personnes qui se sont enregistrées directement à la réception de l'hôtel. Cet homme se serait identifié sous le nom de Roland T. Owen. Un homme venu seul, sans bagage, et qui n'avait que quelques effets personnels, un peigne, une brosse à dents et du dentifrice, vraiment le strict nécessaire. Il aurait avoué avoir quitté un autre hôtel la veille de son enregistrement parce qu'il trouvait que les prix appliqués étaient trop chers. Cet homme mesurait 1,80 m, il était athlétique et il avait une particularité physique, c'était une oreille en chou-fleur, une particularité physique qui est souvent présente chez des boxeurs ou des lutteurs. Tout le monde lui donnait à peu près 25 ans, donc un homme plutôt jeune. L'homme a pris possession de sa chambre d'hôtel et dès le lendemain, la femme de ménage qui venait faire son travail s'est rendue compte que l'homme avait un mode de vie assez bizarre. Alors qu'elle était venue pour faire le ménage, l'homme était présent, elle a commencé à faire son travail et elle a vu que l'homme vivait dans l'obscurité. Les rideaux fermés, lui était au téléphone avec quelqu'un qui l'appelait Don. Il lui chuchotait des choses et la femme de ménage s'en souvient. Cet homme avait l'air terrifié de la personne qu'il avait au bout du fil. Le 3 janvier, la femme de ménage est revenue au niveau de la chambre 1046 et là elle a entendu des voix. Les voix de 2 hommes aux alentours de 16 heures. Elle a frappé à la porte pour déposer des serviettes et sur un ton grave, un homme à l'intérieur a répondu que non, il n'était pas nécessaire d'apporter de serviettes. Mais il l'a dit avec un ton assez froid, pas vraiment respectueux. Donc, un peu dérangé, la femme de ménage est partie. Plus tard, un homme a cru reconnaître la fameuse victime. Mais il ne l'aurait pas vue dans l'hôtel, il l'aurait vue blessée, errant dans la rue. Mais cette fameuse personne qui errait dans la rue a été retrouvée. Il se trouve que ce n'était pas du tout quelqu'un qui avait un lien avec cette histoire. Pour le moment, on a donc 2 suspects. Le fameux Don, mentionné par la victime, le 2e homme présent au moment où la femme de ménage a voulu apporter des serviettes, et une 3e victime se présente qui n'a pas de lien direct avec l'individu, c'est la voisine de chambre, qui elle résidait dans la chambre 1048. Le soir où la victime a été attaquée, Jean a dit avoir entendu dans le couloir une sorte de fête. Il y avait beaucoup de bruit, des rires, des cris et même des insultes. Plusieurs témoins, dont des employés de l'hôtel, confirment qu'il y a bien eu de l'agitation à un moment donné et des employés avouent même avoir, par exemple, fait monter des prostituées à l'étage où résidait la victime de notre histoire. Au bout de la nuit, à 6h55, le téléphone de la chambre 1046 sonne et quelqu'un décroche. Un employé de l'hôtel est appelé pour intervenir à la chambre 1046. L'employé se présente devant la porte, il toque et une voix faible venant de l'intérieur répond « Entrez, allumez la lumière ». Donc l'employé se dit que potentiellement la personne à l'intérieur est ivre et donc il repart. 1 heure plus tard, un employé rentre vraiment dans la chambre 1046 avec un passe-partout. Une fois rentré, l'employé aperçoit que le client, celui qui occupe la chambre, est nu, allongé sur le lit. Le téléphone à côté est renversé, donc l'employé remet le téléphone en place. Il voit une tache sombre au niveau des draps, mais il pense que c'est une ombre, donc il repart, pensant là qu'il a affaire encore une fois à quelqu'un qui a abusé d'alcool. Alors il repart tranquillement. Mais c'est encore plus tard, à 10h30, qu'un 3e employé rentre dans la chambre, et là lui il aperçoit une toute autre scène. La scène qui a été aperçue par le docteur qui avait été appelé. Paniqué, l'homme a fui. Il a prévenu ses responsables qui a entraîné ensuite toute la découverte que je vous ai racontée plus tôt. Cette histoire est devenue une des affaires criminelles les plus obscures des États-Unis. Cette mise à mort dans la chambre 1046, que la personne qui occupait les lieux a été abattue par une tierce personne, ne ressemble à rien d'autre qui a pu être connu. Il ne semble pas y avoir de mobile, il ne semble pas y avoir d'armes, il n'y a aucune certitude sur ce qui a pu se passer, juste des témoins qui donnent leur version mais qui ne permettent pas, jamais même, de résoudre cette histoire.
Ce que l'histoire révèle pour le moment, ce n'est que son début. Qu'un homme sans identité et sans bagage est venu s'installer dans une chambre d'hôtel et qu'il n'en est jamais ressorti. Mais les responsables et le pourquoi de l'histoire sont inconnus et il est peu probable qu'on puisse un jour savoir ce qu'il s'est réellement passé pendant cette fameuse nuit. Vous vous demandez peut-être pourquoi je vous ai parlé d'un homme qui ne semble pas du tout lié à l'histoire quand je commence à vous le raconter, ce jeune homme Artemus qui a fait de l'autostop. Ça c'est la seule révélation qu'on a pu avoir concernant ce qu'il s'est passé et qui est un peu tombé comme ça sur l'enquête. En fait, naturellement, de par l'étrangeté de l'histoire, des journaux ont raconté ce qui s'était passé et il y a eu une photo qui a été diffusée de la personne qui a perdu la vie et la famille d'Artemus Ogletree sont tombés dans le journal sur cette histoire et ils ont tout de suite pu l'identifier. Ils ont contacté les autorités, il y a eu confirmation qu'effectivement, cette fameuse personne se présentant comme un Roland était leur fils qui leur avait dit qu'il partait pour faire un voyage en autostop autour des États-Unis. Je pense que vous serez d'accord, c'est une triste manière d'apprendre le décès de son enfant, étant donné tous les mystères qui entourent sa mort. Le 8 décembre 2000, Trevor Daly, un jeune homme de 22 ans, irlandais, disparaît sans laisser de traces dans les rues de la ville de Dublin. Il était aux alentours des 4 heures du matin. Trevor rentrait chez lui, il avait été présent au cours d'une soirée de Noël organisée par l'entreprise dans laquelle il travaillait, et étant donné qu'il pleuvait, il a décidé de passer à son bureau pour récupérer un parapluie et préparer rapidement sa journée du lendemain. Une caméra de surveillance le filme à l'entrée du bâtiment, puis à la sortie quand il s'en va, et c'est devant l'entrée qu'un homme vêtu de noir lui a adressé la parole. Et cet homme n'a jamais été identifié. Est-il responsable de la disparition de Trevor ou est-ce qu'il n'a absolument rien à voir? Ça, c'est une question qui s'ajoute à ce mystère. Après la sortie de Trevor de son entreprise, il a bravé une tempête. Un énorme vent soufflait sur la ville. C'est pour dire il y avait des rafales allant jusqu'à 100 km/h. Les caméras le montrent passer devant une banque. Il repasse encore une fois derrière une caméra de surveillance. Mais ce dernier passage que je vous ai cité, ce sera aussi la dernière fois qu'il aura été vu. Le lendemain, personne ne s'inquiète réellement. La nuit avait été assez arrosée pendant la fameuse soirée de Noël. En plus, les colocataires de Trevor, les personnes avec qui il vivait n'étaient pas là pendant le week-end. Et donc c'est le lundi, quand il devait reprendre le boulot, que là, les gens ont commencé à remarquer son absence. Bien sûr, on a tenté de le contacter, et étant sans réponse, au bout d'un moment, sa disparition a été signalée auprès des autorités compétentes. Mais malheureusement, il était déjà trop tard. Notre homme avait disparu. Cette personne disparue, Trevor, était une personne plutôt sans histoire. Il avait étudié d'abord le commerce, puis l'informatique, ensuite il avait trouvé un travail dans ce même milieu, l'informatique, et quelques semaines avant sa disparition, il avait pris un billet d'avion qu'il avait eu gratuitement car un de ses amis était steward pour aller voir une femme qu'il avait rencontrée en Irlande. Il ne semblait pas avoir de mauvaises fréquentations, de problèmes particuliers, et le soir de sa disparition, il était sorti donc pour la fameuse soirée d'entreprise de Noël, le 7 décembre donc, pour aller boire un verre et finir ensuite en boîte de nuit pour s'amuser. C'est vers 3h25 que Trevor a quitté les lieux, et quand il est sorti, déjà il avait fait face à des problèmes. Il y avait la fameuse tempête dont je vous ai parlé, mais il y avait aussi une grève des taxis, donc il était en fait forcé de rentrer à pied. Les enquêteurs, en retraçant le chemin qu'il a réalisé avant sa disparition, comprennent qu'il est retourné à son entreprise pour aller chercher un parapluie, mais au passage, étant sur place, pour parler avec un collègue qui travaillait de nuit, pour consulter ses mails, faire des petits trucs comme ça, et il est reparti un petit peu après 4 heures avec le fameux parapluie. Sur le trajet, alors qu'on l'a vu sur les caméras de sécurité, Trevor a essayé de passer un coup de fil à un de ses amis, Glenn, mais il est tombé sur sa boîte vocale, il lui a laissé un message disant que il rentrait chez lui, que tout allait bien, et donc qu'il se parlerait plus tard. L'ami, lui, avait écouté le message plus tard, et il ne savait pas que Trevor avait disparu, donc étant un peu sans importance pour lui à ce moment-là, ce message a été supprimé. Sauf que comme vous le savez, Trevor n'est jamais rentré chez lui. Donc, ce qui intrigue le plus pour les enquêteurs, c'est cet individu vêtu de noir. Qui c'était? Il a parlé à Trevor, et quand Trevor ressort de là où il travaille, cette fameuse banque, il n'y a plus personne. Mais plus tard, après que Trevor ait repris sa route, on revoit cet homme plus devant le portail de la banque, mais un peu plus loin, sur une autre route, mais à proximité. Les enquêteurs se disent que peut-être cet homme est le même, mais un doute subsiste. En fait, la qualité de l'image est pas assez bonne pour s'en assurer. D'ailleurs, la police a eu des spéculations, et pour eux, cet homme était potentiellement différent
du premier, car ils ont une piste pour l'identifier et ce serait quelqu'un qu'on pourrait innocenter. Mais le premier qui s'est présenté et qui a parlé avec Trevor, lui, c'est le gros point d'interrogation sur cette histoire. Naturellement, les proches de Trevor se sont mobilisés, ont déployé beaucoup d'énergie pour essayer de le retrouver. Et en fait, ce qui pose un énorme problème dans cette histoire, c'est que Trevor n'a été signalé disparu que le lundi, alors que concrètement, il lui est arrivé quelque chose 2 jours plus tôt. Et pendant ces 2 jours, il a pu se passer tellement de choses que ce retard de signalement pose beaucoup de problèmes. La police, elle aussi, intensifie ses moyens, des battues sont organisées pour essayer de retrouver la moindre trace, la moindre piste de Trevor. On pense malheureusement aussi au pire, on inspecte des rivières à proximité, mais rien. La sœur de Trevor, elle, ajoute quelque chose. Elle affirme avoir essayé de contacter Trevor pendant le week-end où il a disparu, et elle dit, information qui est importante, que son téléphone sonnait, c'est-à-dire qu'il ne se trouvait pas dans une zone où on ne captait pas, ou alors ça veut dire aussi que son téléphone avait de la batterie. Mais pas que. Selon les experts, un téléphone qui tombe à l'eau s'éteint très rapidement. Donc ça voudrait dire que Trevor n'aurait pas eu d'accident et se serait noyé, ou que son corps n'aurait pas été jeté à l'eau. Donc il serait encore sur la terre ferme. Les enquêteurs poussent vraiment toutes les pistes à leur maximum, ils exploitent le moindre détail concernant la vie de Trevor, ils vont même jusqu'à retrouver la femme qu'il est allé voir en avion pour voir si elle a un lien, si elle l'a vu, si elle a eu des nouvelles. Mais ça ne donne absolument rien. Les enquêteurs n'ont qu'une piste tangible, c'est cet homme en noir devant la banque, mais ils ne peuvent pas l'exploiter. L'attente dure jusqu'en 2016. L'enquête est réouverte parce que là les enquêteurs vont utiliser une technologie qui peut les aider, c'est une amélioration de la qualité des images de vidéosurveillance. Et là, ça montre quelque chose. C'est que les enquêteurs ont fait une erreur. Rappelez-vous, je vous ai dit qu'il y avait 2 hommes vêtus de noir qui ont été aperçus à 2 moments différents. Avec l'amélioration des images, cette fois-ci, on pense qu'en fait, l'homme qui a été vu à l'entrée et qui a parlé à Trevor devant la banque et l'homme qui a été vu plus tard ailleurs quand Trevor est sorti sont bel et bien une seule et même personne. On avance encore un peu dans le temps, nous sommes en 2017. Quelqu'un donne une information plutôt déplaisante. Il dit que Trevor aurait été tué par un criminel, un membre d'un gang qui aurait des implications dans la vente de drogue, ce genre de choses, et qu'il n'y aurait pas vraiment de mobile pour la mort de Trevor. Ce serait simplement, et malheureusement, une mort qui serait tombée sur Trevor parce qu'il était au mauvais endroit, au mauvais moment. La police lance donc une recherche, encore une fois dans une zone boisée, des choses sont trouvées comme une arme à feu, de la drogue, mais rien qui permette de faire des liens directement avec la disparition de Trevor. Et c'est en décembre 2023 que vient le dernier élément dans l'histoire. L'homme en noir est retrouvé. L'homme a été interrogé, on a cherché à vérifier ce qu'il disait, et l'interrogatoire de cet individu a fait faire à l'enquête un bond en arrière. Parce que là, les enquêteurs ont eu vraiment la confirmation que cet homme qui a été retrouvé était celui qui a été vu la 2e fois, mais qu'il n'était pas en fait celui qui a été vu la première fois. Donc il y a encore cette part de mystère. Celui qui était devant la banque et qui a parlé avec Trevor, lui, n'a jamais été retrouvé. Le 2e, oui, mais ce n'était pas la même personne que le 2e. 2 personnes différentes, donc les enquêteurs ont fait avec l'amélioration d'image une erreur, et finalement, l'enquête est encore aujourd'hui au point mort. Encore en 2024, 24 ans après l'affaire, la police lance encore des appels à témoins, espérant découvrir l'identité de cette fameuse personne, cet homme en noir, qui pour les enquêteurs connaît la vérité sur le destin de Trevor. Dans le nord du Yorkshire, en Angleterre, non loin de la petite ville de Thirsk, se dressait autrefois une taverne qui s'appelait le Busby Stupin. Son apparence banale cachait une légende terrifiante et tout tournait autour d'une chaise. Et pas n'importe quelle chaise, une chaise qui s'est fait appeler le fauteuil de la mort. L'histoire commence à la fin du XVIIe siècle, quand Daniel Avetti, faussaire de métier, a fui Leeds pour s'installer à Kirkwick. Il y a acheté une maison en hauteur pour y installer un atelier secret afin de réaliser de fausses monnaies. Et pour mener ses affaires, il s'est associé à un homme du nom de Thomas Busby, un homme colérique avec un penchant pour la boisson qui est devenu par la suite son gendre. Et entre les 2 hommes, la tension monte. Un jour, Thomas Busby est rentré dans son auberge et il a vu Daniel qui était assis dans son fauteuil favori. Une querelle a éclaté. À ce propos, Daniel fait des menaces de son côté, il dit qu'il va interdire à sa fille de fréquenter Thomas Busby. Busby lui ne dit pas grand chose, il encaisse mais la tension monte et il attend donc la nuit pour aller chez Daniel
et le tuer. Et il fait tout cela avec une violence des plus extrêmes, à coups de marteau. Thomas Busby est condamné à mort. Il est conduit à la potence qui a été installée juste en face de son auberge. Et avant de mourir, il a demandé une dernière faveur, boire une bière assis dans son fauteuil préféré. Et tout ça devant témoins. Alors qu'il était sur ce fauteuil en train de savourer sa bière, il a crié « Que la mort foudroie quiconque osera s'asseoir ici ». Visiblement, son fauteuil lui tenait énormément. Et depuis ce jour, ça a créé une petite légende. Les clients évitent la chaise, on évite de la regarder, mais avec le temps, certains se disent quand même qu'ils vont s'y essayer. À la fin du XVIIIe siècle, on attribue une dizaine de morts par rapport à cette légende de la chaise de la mort. Par exemple, en 1894, un ramoneur s'assoit dessus, lui ne prenant pas du tout la légende au sérieux, et le lendemain matin, on le retrouve pendu. Près de là où Busby lui-même avait perdu la vie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a des soldats, des pilotes qui ont justement séjourné dans l'auberge, qui ont bu un peu, certains se sont assis sur la fameuse chaise et ce sont les seuls qui n'ont pas réussi à rentrer de mission. On avance dans le temps, on arrive maintenant aux années 60, quelqu'un rachète la fameuse taverne où se situe le dit fauteuil et un homme, après avoir touché le siège maudit, meurt d'une crise cardiaque. Une femme de ménage tombe par accident sur le fauteuil, elle trébuche et elle se retrouve dessus. Plus tard, on lui découvre une tumeur. Et peu importe la personne, tous ceux qui ont touché ce fauteuil finissent par mourir d'un accident, de maladie, de quelque chose. Mais attention, évidemment, on va tous finir par mourir. C'est pas si je touche le fauteuil et que je meurs dans 60 ans qu'on va dire que c'est le fauteuil. C'est que le décès arrive très rapidement après avoir touché le fauteuil. C'est en 1978 que la dernière mort causée par ce fameux fauteuil est arrivée. Le fauteuil pourtant était installé au sous-sol, comme ça il était bien à l'abri des regards, mais un livreur de bière l'a vu, a voulu l'essayer. Quelques heures plus tard, un accident lui ôte la vie. Pour le propriétaire de la taverne, c'est plus possible. Il décide de faire un don du fauteuil à un musée. Et il exprime une condition pour ce don, c'est que personne ne doit s'asseoir dessus. Le musée a accepté et donc aujourd'hui le fauteuil n'est pas exposé au sol, mais il est suspendu au plafond du musée. Comme ça, personne ne peut s'asseoir dessus, y compris par accident. Et pourtant, certaines personnes voudraient s'y risquer. Certains sont prêts à dépenser des fortunes pour poser leur royal fessier sur ce fauteuil maudit. Pour certains, le fauteuil n'est pas vraiment maudit, mais c'est plutôt le fantôme de celui à qui il appartenait, qui rôde et qui surveille sa propriété qu'il émettant certains témoignages, notamment celui d'une des dernières propriétaires de l'auberge où était le fauteuil initialement, a dit qu'elle avait vu une silhouette sur le palier, grande, sans bras et même sans visage, et elle a vu cette silhouette glisser littéralement au travers d'un mur. C'est en 2012 finalement que l'auberge où était le fauteuil initialement a fermé, mais le fauteuil, lui, continue de susciter de la curiosité là où il a été installé au musée de Sursk. Un soir d'avril 1980, dans la ville de Manchester, au New Hampshire, Lorraine Rahn, âgée de 14 ans, s'évapore dans la nuit. Ce soir-là, elle était seule chez elle, dans l'appartement qu'elle partage avec sa mère Judith, qui, elle, était sortie pour la soirée. Lorraine a profité de son congé de printemps pour inviter deux amis, un garçon et une fille. Ensemble, ils ont bu quelques bières, une bouteille de vin, amenant à une ambiance assez détendue jusqu'au moment où tout a basculé. Vers minuit 30, le garçon qui avait entendu des voix et pensant que la maman de Lorraine revenait, est parti en toute discrétion. Voulant éviter les ennuis, il a préféré filer. Lorraine a verrouillé la porte derrière lui et ensuite, dans la chambre à coucher, l'ami de Lorraine qui avait été aussi invité a trouvé le sommeil. Un peu plus tard, Judith, la maman, est rentrée chez elle, accompagnée de son compagnon, la personne qu'elle fréquentait. Mais étonnamment, les couloirs de l'immeuble étaient en pleine obscurité. La lumière ne fonctionnait pas. Et il y avait une raison tout à fait logique par rapport à cela, c'est que les ampoules avaient toutes été dévissées. La mère avance, prudemment, jusqu'à l'entrée de son appartement et elle découvre une porte qui a été déverrouillée. Dans la pénombre, Judith avance et elle aperçoit une silhouette dans le lit de sa fille. Elle pense que Lorraine dort paisiblement, mais une fois qu'elle s'en est suffisamment approchée, elle réalise que ce n'est pas sa fille. C'est l'amie qu'elle avait invitée. La jeune fille, confuse d'être réveillée en pleine nuit, explique que Lorraine, elle, avait pris une couette d'oreiller pour s'installer sur le canapé. Mais pourtant, dans la pièce à vivre, il n'y avait personne. Lorraine n'était pas là. Il y avait son sac, certes, ses vêtements, ses chaussures qui lui avaient été offertes pour son anniversaire n'avaient pas bougé. Il n'y avait pas de signe de lutte, aucun indice. Judith prend son téléphone, appelle d'autres membres de la famille pour les prévenir.
pour savoir si Judith n'est pas allée chez les uns ou chez les autres, et ensuite elle part directement dans la rue à la recherche de sa fille. C'est à 3h45 du matin qu'elle se dirige immédiatement au bureau des autorités compétentes pour signaler la disparition de sa fille. D'abord, les enquêteurs pensent à une fugue. De ce qu'ils ont pu avoir comme information, la jeune fille n'était pas une adolescente très facile. Elle fumait, elle buvait, elle avait tendance à traîner un peu dans les rues. Elle avait déjà parlé parfois de quitter le domicile. Mais au fur et à mesure du temps, les jours ont passé et Lauryn ne montrait pas de signe de vie. Elle n'est pas revenue. On commence donc à interroger des points clés stratégiques comme les stations de bus, et une employée d'une station dit qu'elle pense avoir vu la jeune fille acheter un billet. Un des chauffeurs de bus pense même l'avoir déposée à Boston, mais quand on lui montre une photo plutôt récente de Judith, là, il est moins sûr qu'elle soit montée à bord de son véhicule. La police et Judith, la maman, n'ont aucune piste et n'ont que des rumeurs qui sont difficilement exploitables. Le temps passe, 6 mois, et Judith reçoit des factures téléphoniques qu'elle ne comprend pas du tout. Elle remarque que des appels ont été passés directement depuis des motels de Californie, précisément à Santa Monica et à Santa Ana. Et il semblerait que l'un de ces motels serait lié à un réseau de trafic d'humains, mais plus précisément de trafic d'enfants. Aucun lien n'est établi ici, mais les soupçons s'installent. Après cela, il y a d'autres appels, qu'on appelle des appels muets. Et c'est à chaque fois la même chose. À 3h45 du matin, aux mêmes heures où Judith avait signalé la disparition, des appels résonnent au domicile de Judith, et quand elle décroche, personne ne parle au bout du fil. Agacée, au bout d'un certain temps, une fois que l'espoir est retombé, Judith a décidé de changer de numéro de téléphone. Mais l'histoire ne s'arrête encore pas. Il y a d'autres éléments qui s'ajoutent. Une jeune fille appelle à un moment donné le domicile du cousin de Lauryn, et elle demande à parler à Mike, un surnom que seule Lauryn utilisait. Un ancien petit ami a reçu lui aussi un coup de fil de quelqu'un qui disait s'appeler Laurie, puis la personne a raccroché tout de suite, et c'est en 1985 qu'une enquêteuse indépendante du nom de Carol Jensen a décidé de remonter la fameuse piste de la Californie. Elle a enquêté sur les fameux motels qui étaient présents sur la fameuse facture de téléphone, et elle a découvert que ces endroits auraient servi de décor à un certain Dr Z. Quelqu'un qui est bien connu dans le milieu du contenu pour adultes, mais dans le type de contenu clandestin. Pas officiel, concrètement, ça peut être assez vague, mais ça peut concerner justement l'abus d'enfants directement. Elle a aussi interrogé quelqu'un, un médecin, qui gérait une hotline, une sorte de téléphone rose, mais pour adolescents. Et d'abord, l'homme a nié toute implication dans l'histoire, mais il a plus tard avoué quand même que parfois certaines adolescentes venaient fréquenter sa femme. Et ces adolescentes étaient généralement des personnes qui fuguaient. Et donc peut-être que Lauryn faisait partie de ces personnes qui ont fréquenté sa femme. Mais malheureusement, ça ne mène absolument à rien. Les années passent, aucune information nouvelle ne tombe, il y a toujours quelques témoignages. On aurait vu Lauryn ici, on aurait vu Lauryn par là, mais c'est tout. La question qui se pose, c'est: est-ce que Lauryn est en vie? Est-ce qu'elle a été enlevée ou est-ce qu'elle est partie de son plein gré? Et il y a petit à petit un nom qui semble se dessiner en toile de fond de toute cette histoire. C'est Terry Peder Rasmussen, qui est un alias Bob Evans, profession tueur en série. Au moment de la disparition de Lauryn, cet homme vivait à 2 km de chez elle. Depuis, il a été arrêté, envoyé en prison, il est même mort en prison, et on se dit qu'il est peut-être responsable étant donné que ses victimes étaient souvent des jeunes personnes, des femmes, qui disparaissaient dans des circonstances plutôt similaires à la disparition de Lauryn. D'ailleurs, une des victimes de ce tueur, Denise Dano, ressemblait physiquement, avait des traits communs avec Lauryn. Donc, il y a des choses qui peuvent entrer dans la balance, mais aucune certitude ici. Évidemment, tout n'est peut-être ici qu'une coïncidence. Quoi qu'il en soit, personne ne sait ce qui s'est passé pendant cette fameuse nuit d'avril 1980, si Lauryn est partie d'elle-même ou si quelqu'un lui a fait du mal. En 1941, à Denver dans le Colorado, un vieil homme est retrouvé sauvagement assassiné chez lui. Toutes les portes sont verrouillées de l'intérieur, il n'y a aucune trace d'effraction et aucun signe de fuite. Et pourtant, le tueur s'est bel et bien évaporé. Rapidement, des rumeurs se propagent, comme quoi la maison du vieil homme était une maison hantée, et tout le monde accuse donc un fantôme assassin. Mais est-ce que vraiment on peut croire qu'une entité paranormale aurait pu commettre un meurtre? L'histoire commence avec Philip Peters, un homme âgé de 73 ans, retraité des chemins de fer, et depuis 2 semaines avant la fameuse nuit tragique, il vivait seul, sa femme étant hospitalisée pour une fracture. Le 17 octobre, il n'a pas répondu à l'invitation d'une voisine. L'homme étant âgé et cette voisine l'appréciant, elle s'est inquiétée. Est-ce qu'il avait eu un problème, un accident?
Donc elle s'est rendue avec quelques habitants du quartier chez lui et elle est tombée dans une maison plongée dans l'obscurité la plus totale avec des portes verrouillées. Une jeune fille arrive à forcer une fenêtre et elle entre. Elle arpente les pièces de la maison du vieil homme et à un moment donné, les habitants qui attendent à l'extérieur entendent les hurlements de la jeune fille. Elle a découvert le corps du vieil homme qui gît sur le sol, le crâne fracassé. Tout de suite, la police est contactée. L'homme a été massacré avec des coups répétés et même bien après sa mort. Et étrangement, le motif du cambriolage semble être écarté car rien n'a été volé. Il n'y a qu'une serviette ensanglantée qui traîne près d'un shaker en fonte nettoyé et toutes les issues sont fermées de l'intérieur, y compris la porte d'entrée bloquée par une chaîne. Pour les enquêteurs, c'est complètement fou. Le tueur ne s'est pas enfui, il s'est tout simplement volatilisé. C'est quelque chose qui semble impossible, mais visiblement, c'est la chose qui semble bien être arrivée ici. Et à ce moment-là, la police est loin de s'imaginer de la réalité des faits. Ils ne se sont jamais dit que peut-être l'opposé de ce qu'ils pensaient était la réalité, plutôt que de prendre la fuite, et si le responsable de tout cela était en fait encore ici. Pendant des mois, la maison est restée vide. Et c'est un jour de janvier 1942 que des enfants ont aperçu une lumière venant de l'intérieur. Un voisin, lui, a cru voir une silhouette fantomatique à la fenêtre. Et de suite, les rumeurs de hantise se propagent. Les gens pensent que ce fantôme est celui du vieil homme, qui est là, à la recherche de sa vengeance. Et contre toute attente, Madame Peters, la femme du défunt, décide de revenir dans la maison où elle avait vécu. Elle reprend une vie plutôt normale, mais un soir, un bruit la fait sursauter. Elle tombe et se fracture le fémur. Ne voulant pas retourner encore à l'hôpital, elle décide d'avoir une hospitalisation à domicile. Elle engage donc une infirmière. Et c'est là que l'horreur s'intensifie. Chaque nuit, des cliquetis résonnent dans les murs. Et un soir, un être pâle aux dents claquantes apparaît sur l'escalier. Cette personne est vue par l'infirmière, ce qui la terrorise. Elle décide de fuir sans se retourner. Sans infirmière, c'est donc une voisine qui vient prendre le relais. Elle dort dans la maison, elle aussi, et un soir, de son côté, de même, elle aperçoit une créature immonde, une sorte de mort-vivant. Elle aperçoit cette scène dans la cuisine et ses cris réveillent la totalité du quartier. Qu'est-ce qu'il se passe dans cette maison? Les autorités ont bien l'intention de découvrir. La maison est donc placée sous surveillance. Et le 30 juillet 1942, deux agents qui surveillaient voient un visage de gobelin apparaître brièvement derrière un rideau. Tout de suite, ils foncent, défoncent la porte, fouillent la maison jusqu'à entendre un placard se refermer. Et à l'intérieur, ils découvrent deux pieds nus qui battent l'air depuis un trou dans le plafond. C'est là, dans une cachette minuscule sous les combles, qu'ils découvrent un homme à moitié mort, un homme sale, complètement effrayant. Et cet homme s'appelle Théodore Cognier. Il vivait caché dans la maison depuis des mois, dans une sorte de grenier à peine plus grand qu'un cercueil. Il dormait là sur une planche à repasser, entouré de déchets et de ses propres excréments. La trappe menant à sa cachette était si étroite que les policiers ne l'avaient même pas vu quand ils ont fouillé la maison au moment de la découverte du corps du vieil homme. Cet homme est interrogé et il raconte tout. En 1899, quand il était plus jeune, il était aussi malade et rejeté, il avait été invité à dîner par les Peters, qui avaient été touchés par sa situation. Des années plus tard, ruiné, il était à la rue, il est retourné à Denver et un jour de septembre 1941, il a trouvé la maison où il s'était déjà rendu, celle des Peters, complètement vide. Il a décidé de rentrer discrètement pour voler un peu de nourriture et c'est là qu'une idée lui a traversé l'esprit. Et si il y restait pour toujours, sans jamais être repéré? Il découvre la fameuse trappe et il décide donc de s'y installer. Son petit monde à lui, son monde secret. Pendant que Madame Peters était à l'hôpital, lui, il vivait la nuit. Il essayait de ne pas se faire repérer par le vieil homme qui lui était là, et ça lui procurait un certain sentiment, il se sentait un peu comme une entité puissante et invisible en faisant tout ça. Mais malheureusement, un jour, son plan a échoué. Il a été pris sur le fait par le vieil homme, et dans la panique, cet intrus qui s'était installé là l'a frappé. Encore, et encore, et encore, jusqu'à ce que le vieil homme ne perde la vie. Après cela, Théodore est retourné dans sa trappe, où il n'a pas été débusqué au moment de l'enquête de police. Théodore Cognier a été baptisé l'homme araignée de Denver, surnommé pour ses doigts longs et sa manière de se faufiler dans l'ombre. Mais bien qu'il a hérité le surnom d'un super-héros, il a plutôt, lui, été condamné à la prison à vie. Et c'est, en quelque sorte en prison, qu'il a trouvé sa place. Il est devenu le bibliothécaire du pénitencier, et là-bas, c'était un homme silencieux, rangé, plutôt droit. C'était un endroit où, pour lui, en fait, il avait trouvé un réel foyer. Foyer qu'il a occupé
foyer si on peut dire qu'il a occupé jusqu'à l'âge de 84 ans, âge qu'il avait au moment où il a perdu la vie. Jennifer Casey a disparu du jour au lendemain sans laisser la moindre trace. À la date du 24 janvier 2006, en Floride, dans la ville d'Orlando, cette femme, âgée de 24 ans, n'est jamais arrivée au travail, alors que sa voiture, elle, a bel et bien été retrouvée mais abandonnée à seulement moins de 2 km de chez elle. Les caméras de surveillance ont filmé un inconnu en train de la garer, puis ils l'ont filmé en train de s'éloigner à pied. Son visage n'a jamais pu être identifié et depuis, plus rien. Jennifer était quelqu'un qui pourtant menait une vie absolument normale. Elle avait été diplômée en finance et elle travaillait en tant que manager dans une entreprise. Elle venait d'acheter un appartement et avait une relation plutôt stable avec son petit ami. Le week-end avant de sa disparition, elle est rentrée de Sainte-Croix avec lui. Le lundi qui a suivi, le 23, elle a passé la nuit chez lui et elle a décidé ensuite de partir directement au travail le lendemain. Le soir, à 18 h, elle a quitté le travail, elle a appelé ses parents et son petit ami vers 22 h. Et tout semblait normal, elle n'avait rien déclaré qui sortait de l'ordinaire. Mais le lendemain matin, elle n'envoyait aucun message, elle ne s'est pas présentée au travail, et quand on essayait de la joindre, son téléphone sonnait, encore et encore, sans que personne ne réponde. Inquiets, ses parents ont décidé d'aller voir ce qu'il se passait eux-mêmes. Ils ont fait 2 heures de route pour se rendre au domicile de la jeune femme, et à l'intérieur, ils ont découvert une serviette, encore humide, des vêtements préparés. Concrètement, tout laissait penser qu'elle s'était préparée pour aller travailler, mais qu'elle n'est jamais arrivée sur place. Et même pire, ce n'est pas qu'elle n'est pas arrivée sur place, c'est qu'elle n'est pas arrivée jusqu'à sa voiture pour aller au travail. Donc on peut supposer que la cause de la disparition est quelque chose qui s'est passé entre le moment où elle était chez elle et au moment où elle devait aller récupérer sa voiture pour aller au travail. Et c'est le 26 janvier qu'une voisine contacte la police pour indiquer que la voiture de Jennifer est garée devant son immeuble depuis plusieurs jours. Les caméras du parking montrent un individu de petite taille, entre 1m60 et 1m65, qui laisse la voiture aux alentours des midis le jour de la disparition. Mais à cause d'un grillage, son visage est à chaque fois dissimulé. Malheureusement, à chaque fois qu'on pourrait voir son visage, il y a toujours un élément qui empêche une identification. Cette personne qui est donc recherchée a reçu un surnom, la personne d'intérêt la plus chanceuse du monde. Parce qu'à 3 moments sur les vidéos, on peut voir son visage, à ces 3 moments, il y a quelque chose devant. Effectivement, cet homme a une chance imparable. Quoi qu'il en soit, les enquêteurs se focalisent sur ce qu'ils peuvent analyser, donc le véhicule qui a été retrouvé. Et il se trouve que le véhicule a été parfaitement bien nettoyé et que la seule chose qui peut être repérée, récupérée, c'est une empreinte partielle et une minuscule trace d'ADN. À l'intérieur, rien n'a été volé et il n'y a aucun effet personnel. Donc tout ce qui appartenait à Jennifer, ses clés, son téléphone, etc., a disparu avec elle, comme si en fait elle était partie d'elle-même, mais sans véhicule. La police décide donc d'explorer toutes les pistes envisageables. Le petit ami, il avait un alibi. L'ex-ami possessif, rapidement écarté. Un manager au travail qui pouvait être un peu insistant, pareil, écarté. Et il n'y a qu'une chose qui peut sembler bizarre dans cette histoire. Jennifer se plaignait souvent d'ouvriers sur un chantier qui se trouvait non loin de là où elle vivait. Elle expliquait que ces ouvriers avaient un comportement déplacé à son égard, ils la sifflaient, ils la suivaient du regard. Concrètement, elle était extrêmement mal à l'aise quand elle passait à côté de ce chantier. La police s'est donc intéressée à ces personnes, mais ça a été très compliqué parce que beaucoup de ces ouvriers ne parlaient pas anglais. Donc sans compréhension et expression de la langue, il était difficile de récolter des informations. Des policiers ont utilisé des chiens spécialisés pour suivre une piste qui remontait du lieu où la voiture a été abandonnée jusqu'à l'appartement de Jennifer, comme si le suspect était en fait revenu sur ses pas. La famille de la disparue, complètement dévastée, pressentant le pire, n'ont jamais cessé de la chercher. Et même l'entreprise où travaillait Jennifer, appréciant cet employé, ont proposé d'offrir une récompense d'1 million de dollars pour toute information qui permettrait de retrouver Jennifer. Mais attention, une récompense qui n'est valable que si Jennifer est retrouvée vivante. Aujourd'hui, la disparition de Jennifer est devenue en quelque sorte une cold case. Jennifer Casey est toujours disparue. Elle est sur la liste des personnes recherchées par le FBI, Interpol et la police de Floride. Et la famille, elle, a bien espoir qu'un jour, elle puisse savoir ce qui est réellement arrivé à Jennifer Casey. Et la famille, elle, est toujours en train de rechercher une personne qui a disparu, comme beaucoup d'autres, sans laisser de traces. En juin 2014, Derek et Maria Brutus pensaient avoir trouvé la maison de leurs rêves. Située au 657 boulevard dans la ville de Westfield dans le New Jersey, cette demeure de style colonial représentait pour eux un nouveau départ à seulement quelques rues de la maison d'enfance de Maria. Ils l'avaient achetée pour un peu plus d'1 million de dollars, pensant offrir à leurs 3 enfants un cadre de vie idéal.
Mais à peine 3 jours après la signature, leur rêve s'est transformé en véritable cauchemar. Une lettre sans expéditeur a été remise dans leur boîte aux lettres. Cette lettre commençait presque d'abord d'une manière chaleureuse. Elle indiquait que le grand-père de l'expéditeur surveillait la maison dans les années 1920, que son père avait pris la relève dans les années 1960, mais que maintenant, c'était l'expéditeur lui-même qui s'en chargeait. L'auteur de cette lettre, qui signe sous le pseudonyme The Watcher, prétend observer la maison de près. Et il a des arguments qui vont en ce sens. L'expéditeur, cet observateur, parle des enfants en les qualifiant de jeunes sangs, et il se demande si ils vont dormir dans le grenier, jouer dans la cave. Et il ajoute qu'il est impatient de connaître leurs prénoms pour pouvoir les nommer directement. Il détaille aussi des informations qu'il a pu voir, la marque du van familial, il mentionne les ouvriers qui sont venus faire des travaux, il montre en soi qu'il l'observe bel et bien. Complètement terrifiés, les Brodus contactent les anciens propriétaires, les Woods, qui admettent eux aussi avoir reçu une lettre étrange quelques jours avant de vendre leur demeure, mais ils n'avaient vu ici qu'une simple blague de mauvais goût. La police a donc été alertée, mais les investigations ne donnent rien. Les soupçons se sont d'abord tournés vers un voisin, Michael Langford. D'abord, on le soupçonne parce qu'il a tendance à vivre plutôt en solitaire, assez reclus, mais rien ne semble pouvoir directement le lier à tout ça. Donc, la famille Brodus engage un détective privé. Ils font aussi appel à un profiler du FBI et également à des experts ADN. Mais tout cela ne permet pas d'exposer cet observateur. Et le truc, c'est que pendant toute cette interrogation que la famille se pose, les lettres, elles, continuent d'affluer. Et dans ces lettres, presque incompréhensible, il demande si la famille a trouvé ce qui était caché dans les murs, qu'il faut se méfier du sous-sol parce que quand on est à l'étage, on n'entendrait pas les enfants crier. C'est comme s'il faisait en fait des menaces sans réellement les exprimer. L'observateur semble savoir précisément où se trouvent les chambres. Et il continue de montrer les preuves de ses observations en disant qu'il avait déjà vu une des filles de la famille dessiner dans la véranda. Concrètement, il montre qu'il observe la maison mais qu'il est vraiment très proche de la maison quand il l'observe. C'est presque comme s'il observait la famille en étant directement aux fenêtres. Les Brodus, terrorisés, décident de mettre un terme à leur emménagement. Ils vont d'abord lancer les démarches pour la vendre, puis ensuite ils se disent non, on va faire pire que ça, on va la raser, sauf que tout est refusé. Et se trouvant dans une situation où les Brodus ne veulent pas vivre dans la maison, ils décident de la louer à une famille qui ont des gros chiens, etc. Et la famille a reçu, encore une fois, une nouvelle lettre. Une lettre où l'observateur indique qu'il a en quelque sorte gagné. Il exprime dans cette ultime lettre que la famille était haïe par la maison, et donc qu'il a bel et bien gagné en les poussant à partir. C'était en 2015 que l'affaire était devenue publique. La presse, voyant ici une histoire fascinante, et les Brodus ont été à la fois soutenus, mais aussi soupçonnés. Certains voisins se demandaient si toute cette histoire n'aurait pas été une subtile mise en scène afin de créer de l'intérêt et revendre la maison encore plus cher. Alors qu'en réalité, les Brodus ont perdu plus de 400 000 $ dans cette affaire. Malheureusement, malgré tous les efforts des Brodus pour découvrir qui était derrière la lettre, ils n'ont pu que supposer que c'était un voisin parce que certains ont refusé de se soumettre à des tests ADN. Donc, sans réponse, cet individu est resté un mystère. Par contre, les personnes qui ont obtenu la maison après les Brodus, eux, n'ont jamais reçu la moindre lettre. Alimentons donc la suspicion concernant la famille elle-même, qu'elles aient créé toute cette situation de leur propre chef pour en tirer peut-être un intérêt quelque part. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est faux? Il n'y a que la révélation de l'identité de l'observateur qui pourrait le définir, et il est fort à parier que cette identité restera bien cachée. En juillet 1996, un Canadien de 31 ans, Blair Adams, a été retrouvé sans vie dans un parking en construction près d'un hôtel de Knoxville, dans le Tennessee. Le mystère qui entoure cette mort est aussi déroutant que les jours qui l'ont précédé. Le 5 juillet, Blair a vidé la totalité de son compte en banque et de sa boîte de dépôt, emportant avec lui des milliers de dollars en cash, ainsi que de l'or, des bijoux et du platine. Il a ensuite tenté de quitter le Canada en bateau pour Seattle, mais les autorités américaines lui ont refusé l'entrée, le suspectant de trafic de drogue avec tout l'argent et tous les objets précieux qu'il avait sur lui. 2 jours plus tard, il est repéré à la frontière tentant cette fois-ci de passer à pied. Il avait des égratignures sur les bras et les jambes, mais faute de preuves, il a été relâché. Finalement, Blair a réussi à traverser la frontière au volant d'un véhicule. Il l'avait loué et il s'est donc rendu à Seattle, là où il a acheté ensuite un billet pour Francfort en Allemagne. Il avait déjà vécu là-bas, il connaissait aussi une femme qui vivait sur place. Pourtant, bien le fait qu'il ait pris un billet, il n'a jamais pu prendre le fameux vol
qui devait l'emmener hors du pays. Mais pas parce qu'il lui est arrivé quelque chose, parce qu'il en a décidé ainsi. Il a plutôt échangé son billet, non plus pour aller en Allemagne, mais plutôt pour aller à Washington. Le 10 juillet, il a été aperçu à Knoxville, où il était à une station essence en train d'essayer d'ouvrir sa voiture avec une mauvaise clé. Parce que la clé qu'il avait, c'était celui d'une voiture abandonnée à Seattle. Il a donc appelé un dépanneur, et le dépanneur, un peu choqué par le comportement très étrange de cet homme, l'a plutôt emmené à un hôtel. Là-bas, notre homme a erré pendant 40 minutes dans le hall de l'hôtel, et il a payé en liquide pour une chambre, mais il ne s'y est jamais rendu. C'est le lendemain matin que le corps de Blair a été découvert dans le parking désert d'un autre hôtel en construction non proche de l'hôtel où il avait été déposé. Il était à moitié nu, ses vêtements éparpillés autour de lui, et autour de son corps, il y avait des billets canadiens, américains et allemands. Au total, près de 4000 $, ainsi qu'un sac contenant des pièces d'or, des bijoux, ou encore des reçus de voyage. La scène de crime ne montrait aucun signe de vol. L'autopsie a révélé plus tard qu'il a été frappé avec une extrême violence, probablement avec un objet contondant, et qu'un coup lui a perforé l'abdomen, provoquant une infection mortelle. Une mèche de cheveux coincée dans sa main est le seul indice biologique laissé par son agresseur. Tout semble montrer que Blair a cherché à fuir le pays dans la panique. Mais qu'est-ce qu'il cherchait à fuir? C'est ici la question. Quelques jours avant sa disparition, il a dit à sa mère que quelqu'un racontait des choses à son sujet et que visiblement, des personnes qui auraient entendu ces choses voudraient sa mort. Blair avait eu un comportement radicalement différent, il était maintenant très paranoïaque, agité. Mais il ne consommait plus d'alcool depuis 2 ans, donc est-ce que sa paranoïa était en fait justifiée? Des témoins ont dit avoir vu la victime discuter avec quelqu'un peu de temps avant son décès, mais la personne avec qui il discutait n'a jamais été identifiée. Et des années plus tard, les autorités ont avoué qu'ils n'ont jamais vraiment reçu de témoignages fiables, pertinents, utilisables dans l'affaire de la mort de Blair. Il est mort pour des raisons inconnues. Pour sûr, ce n'est pas le vol étant donné tous les objets de valeur et l'argent qu'il avait autour de lui, mais la police pense que son assassin était quelqu'un qui le traquait. Mais qui et pourquoi? C'est là le mystère de la mort de Blair Adams. Rico Harris, un homme né en 1977 en Californie, était un ancien prodige du basketball, quelqu'un qui était promis à une grande carrière. Il était le fils d'un ancien joueur vedette d'Idaho State, mais il a grandi dans un foyer plutôt instable, entre les violences de son père, Henry, et les efforts constants de sa mère, Margaret, pour maintenir sa famille à flot. Malgré un arrêt temporaire du sport à l'adolescence, Rico a repris le basket au lycée de Temple City et il est vite devenu une sensation. 2,3 m pour 98 kg, un style qui rappelait Magic Johnson, une domination physique qui attira l'attention de nombreuses universités et même des recruteurs de la NBA. Il a mené Los Angeles City College à son premier titre de l'histoire. Il a été élu MVP du tournoi et son nom a circulé aux côtés de futures grandes légendes comme Paul Pierce ou Chauncey Billups. Et derrière cette ascension fulgurante, Rico luttait contre ses propres démons. Il a perdu des opportunités et il a connu une première arrestation à Arizona State. Il a été recalé par le système, il a dû revenir à Los Angeles City College où là, il a encore brillé de nouveau d'un point de vue sportif avant de décliner. Beaucoup d'alcool, de fêtes, un désengagement scolaire. Il a finalement rejoint Cal State Northridge, espérant peut-être une renaissance. Mais ses blessures, ses conflits internes et sa détérioration émotionnelle ont eu raison de son parcours universitaire. En 2000, après de courts passages en semi-pro et un bref engagement avec les Harlem Globetrotters, une agression à la batte à Los Angeles a mis fin à sa carrière. À seulement 24 ans, Rico Harris était déjà un ancien espoir perdu. Et la suite ne fut qu'une longue descente. Dépendance à l'alcool, à la drogue, au total plus de 100 arrestations. Il errait dans les rues. Il a touché le fond mais il n'a pas perdu espoir. Il a décidé d'entrer en cure de désintoxication. Et quand il est ressorti, il semblait littéralement transformé. Il a trouvé un emploi dans la sécurité, il a trouvé une femme qu'il aimait, Jennifer Song. Et pour lui, concrètement, une nouvelle vie semblait se présager au loin. En 2014, le couple parlait mariage, enfant. Professionnellement, tout semblait se profiler au mieux aussi pour Rico. Il avait réussi à décrocher un entretien pour un poste d'évaluateur immobilier. Vraiment, il allait tourner la page avec le basket, mais il a pris une décision. Rentrer en Alabama, quelque temps chez sa mère, pour régler certaines choses. Sur place, il a eu un échange tendu avec sa mère et il est reparti seul en voiture vers le nord, vers sa nouvelle vie. Le 10 octobre 2014, il a laissé à Jennifer un message vocal disant qu'il allait se reposer un peu dans les montagnes parce qu'il n'avait pas dormi depuis plusieurs jours. Il a éteint son téléphone à 11h15 et ce fut le dernier contact que
que le monde a eu avec lui. Son véhicule a été retrouvé 4 jours plus tard dans le parc de Yolo County près de Cache Creek. À l'intérieur, il y avait des papiers, des cartes, des bouteilles d'alcool, aucun signe montrant qu'il y aurait pu avoir une lutte, et surtout aucun signe de Rico. Une fouille a donc été organisée dans la région. Chiens, plongeurs, drones thermiques, hélicoptères, de gros moyens ont été mis en place. On retrouve des choses ici et là, un sac, des empreintes de pas, un téléphone, mais pas notre homme. Dans le téléphone, on trouve des selfies et des vidéos que Rico a pris la nuit du 10 octobre où il chantonne dans sa voiture. Il se prend en photo devant le panneau Welcome to Yolo County. Il avait l'air extrêmement détendu. Il ne semblait pas fuir quelque chose en tout cas. Des témoins affirment avoir vu cet individu, ou en tout cas quelqu'un correspondant à cette description le lendemain, sur un garde-fou surplombant un ruisseau. Mais c'est tout. Ensuite, c'est que des suppositions. On pense qu'il a peut-être quitté la région de lui-même, ou alors qu'il aurait eu un accident, mais à ce moment-là, s'il a eu un accident, pourquoi on ne retrouve absolument rien? Il n'y a eu aucun retrait sur ses comptes, aucune activité numérique, aucune activité téléphonique, et malgré toutes les recherches, ce géant, quand même, c'est quelqu'un qui ne passe pas inaperçu, n'a jamais été retrouvé. Et ce qui est triste dans cette histoire, c'est que cette disparition, eh bien, revient au moment où Rico allait réellement entamer sa nouvelle vie. Donc on ne peut qu'espérer que des réponses seront apportées vis-à-vis des questions sur ce qui a pu lui arriver. Dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, Delphine Jubilard, une infirmière de 33 ans, disparaît mystérieusement de son domicile de Cagnac-les-Mines dans le Tarn. Elle était mère de 2 enfants et en instance de divorce avec son mari, Cédric Jubilard, qui lui était peintre plaquiste. Ce dernier a affirmé qu'elle aurait quitté la maison entre 23h et 4h du matin, vêtue d'une doudoune blanche et n'emportant seulement avec elle que son téléphone portable. Au petit matin, il a envoyé un message à une des amies de Delphine pour qu'elle lui demande de rentrer à la maison, ce qui laisse entendre qu'il savait déjà qu'elle n'était plus là. Les gendarmes ont été alertés à 4h50 et une vaste opération de recherche est déclenchée. Hélicoptères, chiens, drones, beaucoup de forces de l'ordre ratissent les environs, mais rapidement, l'enquête prend une ampleur nationale. Il faut savoir que le couple Jubilard traversait une période assez difficile. Delphine souhaitait divorcer et entretenait une liaison avec un homme appelé le confident de Montauban. Elle prévoyait de s'installer avec lui après son divorce à Albi. Et d'ailleurs, le soir de la disparition de Delphine, elle a envoyé une photo d'elle dans son intimité, montrant à quel point elle et lui étaient proches. Cette tenue a été retrouvée dans le bac à linge sale, ce qui indiquait qu'elle n'était pas partie déjà en portant la tenue. Des papiers ont été retrouvés à son domicile, papiers qui confirmaient qu'elle préparait activement son départ. Plusieurs témoins ont évoqué les disputes de couple que pouvaient traverser les Jubilards, et d'ailleurs, un de ces témoins est le fils lui-même de Cédric et Delphine, un fils de 6 ans qui a notamment fait mention d'une altercation assez violente le soir du 15 décembre. D'ailleurs, 2 voisines affirment ce même soir, avoir entendu les cris d'une femme aux alentours des 23h. Naturellement, au vu de tout ce que les témoins peuvent raconter, les indices s'accumulent contre Cédric Jubilard. Son comportement est jugé étrange par les enquêteurs. Il ne semble pas chercher réellement sa femme. Son podomètre est analysé, son téléphone aussi, et il semblerait qu'elle ait effectué bien plus de routes, de pas que ce que lui a pu raconter. Le véhicule de Delphine, lui, a été déplacé pendant la nuit, garé dans un sens inhabituel avec de la condensation à l'intérieur, ce qui veut dire qu'il y a eu à l'intérieur une présence récente. À l'arrivée des gendarmes, les clés sont dans son sac à main. Le téléphone de Delphine est localisé pour la dernière fois à 22h55 sur un relais inhabituel pour quelqu'un se trouvant à son domicile, et l'éclairage de la torche de son téléphone n'a jamais été activé bien qu'elle ait supposément quitté la maison à pied en pleine nuit noire car il n'y avait pas d'éclairage devant le domicile. Le 18 juin 2021, après des mois et des mois d'enquête, Cédric Jubilard est mis en examen pour meurtre aggravé. À l'issue de cette garde à vue, il a été incarcéré. Et selon un co-détenu, il aurait avoué effectivement avoir ôté la vie à sa femme et l'avoir ensuite enterrée dans une ferme abandonnée de Cagnac-les-Mines. Des fouilles ont été organisées dans la fameuse ferme, mais rien n'a été retrouvé. Une reconstitution des événements a été menée en 2022, et pour les avocats de Cédric Jubilard, il n'y a pas de preuves permettant réellement une incarcération, donc ils demandent à chaque fois qu'il soit libéré, chose qui est refusée, et des événements étranges, voire incohérents, se déroulent et perturbent l'enquête. En janvier 2021, le téléphone de Delphine s'est activé. En février 2021,
des messages vides sont postés sur son profil Facebook. Des éléments de géolocalisation ont pu être récupérés sur Google. Tout cela mènant vers un suspect qui a pu être interrogé, mais qui a été écarté, de même qu'un propriétaire de camping-car qui s'était mis à résider non loin du domicile des Jubillards. Cette affaire est une affaire toujours en cours, car le procès de Cédric Jubilard est censé se dérouler en septembre et octobre 2025. Donc jusqu'à présent, il est présumé innocent, tant que le jugement n'a pas été rendu, et ce sera les conclusions du procès qui permettront de dévoiler si effectivement il est bel et bien coupable vis-à-vis de ce qui a été présenté et récupéré par les enquêteurs, ou alors est-ce que le coupable de ces tragiques événements court toujours. Mesdames et messieurs, on en a fini pour ces histoires mystérieuses. Il est normal que dans ces histoires, on ait beaucoup de cas de disparition. En tout cas, personnellement, j'ai beaucoup aimé vous présenter ces histoires. Ce sont toujours des histoires que je trouve fascinantes, mais j'ai aussi le souhait, bien sûr, que ces histoires trouvent une fin, qu'on sache réellement ce qui s'est passé. D'une part, pour clore des mystères, mais surtout aussi pour rendre hommage aux personnes disparues, si jamais hommage il y a à rendre, naturellement pour les personnes dont on ne sait absolument rien, ceux qui ne sont pas réapparus. J'espère qu'elles sont vivantes quelque part et que d'un côté elles puissent vivre la vie la plus belle possible. Si leur départ a été souhaité, n'hésitez pas à vous à me dire en commentaire si vous connaissez ces histoires, ce que vous en pensez. Si cette vidéo vous a plu, je vous laisse mettre un j'aime et vous abonner à la chaîne, faites-le, c'est vraiment très important. Je vous invite aussi à me rejoindre sur Instagram AkenTV qui s'affiche juste ici, c'est avec plaisir que je vous retrouve aussi là-bas. Je réponds à vos questions, à vos messages, je fais au mieux en tout cas. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken, salut!